À la une ce soir, troisième jour de grève pour les agents de la Poste et autant de jours sans courrier pour les Foyalais. Une dizaine de bureaux de poste de Lille n'a pas pu accueillir le public aujourd'hui. Nous ferons le point sur la situation globale de la mobilisation. L'usine du Galion à nouveau en service. Les appareils défectueux ont été réparés. La production de sucre a pu reprendre aujourd'hui. Les producteurs de canne sont appelés à ramener leur cargaison. Pas de réunion aujourd'hui entre les transporteurs et la CTM. Le président du conseil exécutif serait à l'origine de l'annulation du rendez-vous. Les professionnels de la route se disent plus en colère que jamais. Et puis l'AMREC a lancé la campagne Mars Bleu pour sensibiliser au dépistage du cancer colorectal. 220 Martiniquais ont été frappés par la maladie l'an dernier. Nous ferons le point avec notre invité, le docteur Yvon Assouline. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà 3 jours que les agents de la Poste sont en grève. Les Foyalais ne reçoivent plus leur courrier et une dizaine de bureaux de poste de Lille n'a pas pu accueillir le public. Louis Sabas fait le point sur la mobilisation. Regardez. Voilà près d'une semaine qu'Églantine ne reçoit plus de courrier. Ce matin, elle ne trouve qu'un avis de passage déposé par un technicien d'Audici. C'est l'avis de passage de l'eau. Si la Foyalaise est plutôt ravie de ne plus recevoir de facture, la situation l'inquiète tout de même, surtout en ce qui concerne le courrier qu'elle doit envoyer. Ça m'embête un petit peu parce que j'ai un courrier important à poster, mais je ne sais pas si ça va arriver au destinataire. Sur les 48 bureaux de poste de Lille, 8 n'ont pu accueillir de clientèle en raison du mouvement de grève. C'était le cas à Trinité et au Robert. Quant aux agences qui ont ouvert leurs portes, certaines d'entre elles ont connu quelques perturbations, comme à Fort-de-France. Je suis entrée, j'ai attendu déjà 10 minutes. Je me suis dit à la dame, est-ce que je peux vous laisser ce courrier? Elle m'a dit non, mettez-le dehors. Je lui ai dit, mais dehors, ça part quand? Elle m'a dit, elle ne sait pas, peut-être demain. Alors ce que j'ai fait, je l'ai mis dehors, mais c'est archi plein, alors j'ai enfoncé. La boîte, et bon, j'ai déposé un courrier qui je pense qu'il va arriver avant la fin de l'année, avant la fin du mois. Pourtant, un service minimum se charge de relever le courrier. Mais la grève qui agite le centre de tri principal à Fort-de-France interdit tout dispatchage et redistribution. Les grévistes dénoncent conditions de travail dégradées, intimidation et politique de promotion à la tête du client selon eux. Leurs actions se répercutent sur d'autres services de la banque postale. Au niveau du centre financier, c'est vrai que plus aucune opération n'est faite, donc tous les chèques, tout ce qui est opération chèque n'est plus assuré. Si le courrier n'est plus distribué depuis 3 jours sur Fort-de-France et ses environs, les habitants des communes plus éloignées en reçoivent encore. Le temps que les bureaux de poste qui collectent les correspondances achèvent leur distribution. Ce jeudi, les représentants de l'intersyndicale rencontraient leur direction. En fin d'après-midi, les discussions ne portaient que sur un ultime point de désaccord avant de trouver une issue au conflit. Parlons de services qui fonctionnent cette fois-ci. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs de canne. La production de sucre a repris aujourd'hui. Une semaine jour pour jour après son premier lancement, de la fumée sort à nouveau des cheminées. Pour rappel, des avaries sur la chaudière et les moulins qui servent à broyer la canne avaient obligé les responsables de l'usine à suspendre la production. Les problèmes rétablis hier soir, les planteurs de canne sont à nouveau invités à livrer leur cargaison. Voyez les précisions du directeur de l'usine qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et Guy Raphaël Rony. Dès hier soir à minuit, ils avaient tous l'information selon laquelle nous reprenions des cannes dès ce matin 7 h. Si nous avions perdu pendant ces quelques jours les 700 tonnes de cannes que nous sommes censés recevoir, ça ferait à peu près 3000 tonnes de cannes, potentiellement. Mais il n'en est rien, puisqu'effectivement, la majorité de nos fournisseurs de cannes, conscients de la situation, ont, je dirais, joué le jeu. Donc, ils ont compris que nous faisions tout pour remettre en marche rapidement cette usine. Donc, on est en mesure de nouveau de prendre leur canne. On fera tout pour effectivement augmenter temporairement les cadences pour rattraper ce retard et ne pas augmenter donc la durée de campagne. Donc, trop tôt, bien sûr, aujourd'hui pour parler d'éventuelles incidences financières. On en parlera lors du bilan de campagne. On a eu effectivement cette incidence donc, sur la chaudière, qui est un équipement critique. Si d'aventure, on devait avoir une avarie grave non réparable sur cet équipement, malheureusement, ça signifierait que la campagne serait terminée. Autre bonne nouvelle en bref, le TCSP circulera sur nos routes le 23 mars prochain. C'est la date retenue pour une première marche à blanc des bus à haut niveau de service. Le calendrier a été acté cet après-midi en préfecture en présence des acteurs concernés, dont le président du conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne.
La Martinique est toujours placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. La mer est agitée sur la côte Caraïbe et Atlantique, comme vous le voyez sur ces images tournées à Trinité aujourd'hui. La houle est croisée à une mer forte avec des creux moyens de 3 mètres. Les vagues maximales peuvent dépasser les 6 mètres. La mer s'amortira progressivement demain à la mi-journée et le phénomène devrait durer jusqu'à ce samedi. Revenons maintenant sur la mobilisation des artistes hier soir sur le parvis de l'Atrium à Fort-de-France. Soutenus par l'Assopamar, ils ont tenu à dénoncer la programmation de l'Atrium jugée hégémonique. Les manifestants étaient peu nombreux mais ont su se faire entendre, notamment avec des casseroles. Voyez les précisions recueillies par Michelet François. En ce jour mémorable qu'on veut du 8 mars dans le contexte occidental où il s'agit de valoriser encore la femme, oui, là, nous allons mettre en effet en avant la femme africaine, que nous sommes aussi nous-mêmes. Mais j'avoue que j'aurais vraiment préféré la rencontre, d'accord, la synergie qu'on aurait pu créer entre ce groupe qui vient de l'Afrique et nous, natifs de la Martinique. Ça nous aurait, je pense que la rencontre aurait été beaucoup plus fructueuse et intéressante. Alors que là, on a l'impression que elle est où la présence de la femme martiniquaise au sein de entre guillemets, cette programmation? On a des politiques qui énonce un besoin, une envie de mettre en place une politique culturelle. Et depuis 10 ans, nous constatons qu'il ne se passe rien. Il y a très peu de lieux de transmission, beaucoup de secteurs associatifs, mais très peu. Il n'y a pas de professionnalisation en Martinique. Aucune professionnalisation, aucune structuration du secteur artistique. Par conséquent, nos jeunes et même toutes ces personnes qui se forment en Martinique, elles n'ont pas la possibilité d'approfondir leurs connaissances et leurs projets et surtout d'avoir le désir parfois d'être dans le secteur professionnel. Parlons maintenant du deuxième cancer le plus meurtrier en France, le cancer colorectal, une pathologie qui a frappé 220 Martiniquais l'an dernier, essentiellement âgés d'une 50aine d'années. La maladie détectée à un stade précoce guérit dans 9 cas sur 10. Alors, en prévention, l'AMREC a mis en place une campagne de sensibilisation au dépistage. Voyez ce reportage d'Alvin Courcy. Madame, donc je vous explique pour faire le test pour le dépistage du cancer colorectal. Oui, absolument. Pour savoir si l'on est susceptible d'avoir un cancer colorectal, rien de plus simple. Il suffit d'aller chez son médecin généraliste ou de renvoyer le test que l'on reçoit par la poste. Il suffit de faire un petit prélèvement de sel, c'est très rapide, un petit prélèvement de sel avec une petite tige qui est fournie dans le kit, qu'ensuite on poste et on reçoit le résultat sous un mois à peu près. Donc le patient reçoit le résultat et le médecin aussi. Donc si le test est négatif, on refait dans 2 ans, jusqu'à l'âge de 74 ans révolu. Si le test est positif, pas de panique, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer, ça veut dire qu'il y a un petit peu de sang et qu'à ce moment-là, il faudra faire des examens complémentaires comme une coloscopie pour voir d'où ça vient. Une simplicité qui rassure les patients. J'avais fait l'ancien et celui-là, je reconnais qu'il est beaucoup plus facile. Il est très facile à faire. Pourquoi? Parce que c'est qu'un prélèvement. Et puis tout est tellement bien expliqué, je crois qu'il n'y a pas de souci. C'est pas tabou, c'est pas gênant. À partir du moment où la santé étant, on est concerné par ce problème de santé, on fait quand même attention, on est intéressé par ça, quoi. L'année dernière en Martinique, l'AMREC a envoyé 60 000 tests par la poste. Seulement 38% des personnes concernées y ont répondu. Un chiffre encore trop faible, surtout quand l'on sait que si des malformations appelées polypes sont dépistées dans le tube digestif, ils peuvent être soignés très rapidement. On peut déjà guérir le cancer avant même qu'il ne se déclare quand on enlève le polype lors d'une coloscopie. On peut également considérer que la coloscopie va pouvoir guérir le cancer au stade où seul le polype serait envahi, avec une base qui resterait saine. Donc on enlève le polype, on est guéri de son cancer. Et autrement, on va enlever le morceau du tube digestif qui est touché. C'est un cancer pour lequel actuellement on guérit de mieux en mieux. Chaque année, 180 personnes sont atteintes du cancer colorectal en Martinique et il représente le deuxième cancer le plus mortel chez l'homme, après celui du poumon. Et pour parler de façon plus complète de cette pathologie en ce mois de mars bleu, nous recevons le gastro-entérologue Yvan Assouline. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, le cancer colorectal a frappé 220 personnes en Martinique l'an dernier. Alors, quels sont les signes qui doivent alerter ?
Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le cancer colorectal, c'est un cancer qui est silencieux. Donc l'objectif, c'est quand même de faire un diagnostic avant les symptômes de manière à pouvoir guérir pratiquement dans 100% des cas. Et mieux encore, c'est de faire un diagnostic à un moment où on n'a pas encore un cancer, d'où cette chasse aux polypes, puisque quand tout cancer se développe à partir d'un polype préexistant, et donc quand on fait un diagnostic de polype en pratiquant l'exérèse, c'est-à-dire quand on le retire du côlon par coloscopie, eh bien on n'a pas de cancer. Donc c'est l'objectif. C'est quoi les polypes exactement? Les polypes, ce sont des petites tumeurs bénignes en fait, qui poussent comme un peu des champignons à l'intérieur du côlon, et ils ne donnent absolument aucun symptôme. Donc la seule façon de pouvoir les dépister précocement, c'est de faire un test de dépistage qui va permettre de mettre en évidence du sang qui n'est pas vu à l'œil nu. C'est là tout l'objet de la campagne du dépistage colorectal, la campagne organisée par l'AMREC. C'est donc de pouvoir dépister des personnes qui ont du sang dans les selles et qui ne le voient pas. On va proposer à ces patients-là de faire un examen qui va permettre de dépister les polypes, de les retirer et donc de ne jamais avoir un cancer. Il n'y a qu'à partir de 50 ans qu'il faut faire ces dépistages? Alors, c'est un dépistage organisé. Comme tout dépistage organisé, on essaye d'être le plus efficace possible. Et donc, la tranche 50-74 ans correspond à la plus grande efficacité. Avant 50 ans, le cancer colorectal est relativement rare. Donc, ce n'est pas très logique de faire du dépistage à des gens beaucoup plus jeunes. Et après 74 ans, faire un dépistage implique une prise en charge médicale, voire chirurgicale s'il y avait une tumeur à opérer. Et ce n'est pas forcément optimal à partir de au-delà de 74 ans. On peut, ceci dit, après cet âge-là, faire un dépistage ciblé par son médecin traitant. Mais le dépistage organisé, lui, s'adresse à cette tranche d'âge. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter avant 50 ans? Avant cette campagne de sensibilisation? Alors, les signes digestifs, malheureusement, ne sont pas très spécifiques. Donc, encore une fois, c'est un cancer qui est silencieux. Donc, on peut très bien avoir un polype, éventuellement très gros, voire même un début de cancer en n'ayant strictement aucun symptôme. Et sinon, les symptômes qui doivent alarmer, c'est quand on a soit des douleurs dans le ventre, un transit intestinal qui est modifié, par exemple une diarrhée ou une constipation qu'on n'avait pas, la présence de sang dans les selles doivent alerter. Mais encore une fois, ce sont des signes qui n'existent pas forcément, d'où l'intérêt de ce dépistage. Et une erreur qui est communément faite par la population, c'est de se dire « moi je ne vais pas faire de dépistage parce que je ressens absolument rien et donc je ne relève pas ». Et c'est absolument une erreur complète puisque le dépistage s'adresse justement à des gens qui n'ont pas de symptômes de manière à trouver des polypes et d'éviter l'évolution vers un cancer alors qu'on n'a absolument rien. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter d'avoir des polypes, justement? Parce que même si ça arrive plus ou moins vers 50 ans, qu'est-ce qu'il faut faire dans la jeunesse pour conserver un bon côlon? Alors, malheureusement, les règles diététiques permettent de diminuer un petit peu le risque de cancer colorectal, mais ne permettent pas de l'exclure. Et les conseils que l'on donne habituellement, ce sont des conseils, on va dire, de bon sens pratiquement. Éviter le surpoids et pratiquer une activité physique régulière. Avoir une alimentation pauvre en viande rouge et en charcuterie et riche en fibres. Éviter la consommation d'alcool et la consommation de tabac. Et c'est une maladie héréditaire ou pas? Alors, le plus souvent, le cancer colorectal n'est pas héréditaire. Il y a environ 5% des cancers colorectaux pour lesquels une origine génétique peut être établie. Mais la question que vous posez me permet d'insister sur le fait que lorsque l'on a des antécédents familiaux, car c'est assez fréquent, vu la fréquence de ce cancer, quand on a son papa, sa maman, un frère, une sœur, voire éventuellement des grands-parents qui ont eu un cancer du côlon, on fait partie d'une population à risque élevé de développer des polypes. Et dans ce cas, on ne relève pas du dépistage, mais on relève d'une consultation auprès du généraliste puis du spécialiste et le plus souvent de la réalisation d'un examen. Alors ma dernière question, c'est pour revenir sur cette campagne de sensibilisation au dépistage. Pour ceux qui n'auraient pas reçu, ceux qui ont entre 50 et 74 ans, qui n'auraient pas reçu ce fameux test de dépistage à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se rapprocher du médecin traitant? Voilà, alors deux possibilités. On peut se rapprocher de son médecin traitant, c'est la meilleure solution, ou on peut éventuellement contacter l'AMREC en disant qu'on n'a pas été contacté alors qu'on est dans la tranche d'âge. Et donc probablement qu'à ce moment-là, il y a eu une erreur et on va adresser un courrier qui permet de toute façon, dans
dans deux cas de figure, on passe par son médecin traitant qui, lui, va permettre de vérifier d'une part qu'on correspond bien au dépistage, c'est-à-dire on n'a pas d'antécédents familiaux, on n'a aucun symptôme, sinon c'est plus du dépistage, il faut directement faire une consultation spécialisée. Une fois qu'il a vérifié ça, il va remettre le test, il va expliquer comment le test se déroule, c'est très important. Comme ça a été dit précédemment, ce test est très simple à réaliser, un seul prélèvement. Et ensuite, il va permettre d'expliquer la suite des choses si jamais le test est positif. Il va déjà prévenir le patient des examens qu'il y aura à faire si le test était positif. Et ensuite, bien sûr, suivre, parce que si le test est positif, s'il y a des polypes, il y a un suivi à faire par la suite en une surveillance particulière. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Nous continuons avec cette mauvaise nouvelle pour les rapports entre les transporteurs et la CTM. La seconde réunion qui devait avoir lieu aujourd'hui a été annulée. Une décision qui serait due à Alfred Marie-Jeanne et qui a renforcé la colère des professionnels de la route. Voyez les explications d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël Renier. Voilà 3 semaines que les transporteurs sont en bras de fer avec le président du conseil exécutif. Après plusieurs rencontres sous tension, le discours semble aujourd'hui plus que jamais rompu. Aujourd'hui, ce que nous demandons à la CTM, à son président, président de l'exécutif, je dis bien, M. Alfred Marie-Jeanne, c'est de nous rencontrer, de mettre des réunions de travail en place, au lieu de faire des misères aux Martiniquais que nous sommes. Et ce monsieur aujourd'hui refuse tout dialogue, toute concertation, tout ce qu'on peut effectivement porter pour trouver des solutions. Lundi dernier, Alfred Marie-Jeanne a présenté aux transporteurs un document comparatif de la répartition des montants des taxes allouées aux transporteurs des régions ultramarines. Dans ce document, il apparaît que c'est la Martinique qui reçoit le plus d'aides, un peu plus de 2 247 € pour 8 000 litres de gasoil. C'est presque 4 fois plus qu'en Guadeloupe et en Hexagone, un leurre selon les transporteurs. Quand il vous sort, effectivement, on est les mieux lotis, mais il ne vous dit pas qu'on est les plus chers en essence. L'essence qui se fait en Martinique est payée plus cher en Martinique. Le gaz qui est fait en Martinique est payé plus cher en Martinique qu'en Guadeloupe. Les transporteurs demandent aujourd'hui à travailler de concert avec les techniciens de la CTM pour présenter des chiffres concrets à Alfred Marie-Jeanne. Si à la fin de la semaine, on n'a pas de réunion de travail, on est obligé de passer. C'est malheureux de dire ça. C'est vrai, c'est malheureux de dire ça. Mais la Martinique, si on ne bloque pas, on ne tire pas de conclusion. Il faut bloquer. Il y a un intersyndicat qui, effectivement, va se réunir. On va faire des propositions encore à Marie-Jeanne. S'il ne veut pas entendre, eh bien c'est par la guerre on ira. Sollicité à plusieurs reprises, aucun élu en charge des transports à la CTM n'a été en mesure de nous répondre. La suite au prochain épisode. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guyane où le parc amazonien a tenu un conseil d'administration aujourd'hui. Entre autres, une étude portant sur les techniques de pêche utilisées par les populations autochtones a été présentée. La Fondation Clément rend hommage à Louis Laouché. Les œuvres de l'artiste seront exposées dès demain et ce jusqu'au 7 mai prochain dans la Casa Léo. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera des travaux de rénovation d'un ouvrage hydraulique qui vont commencer lundi sur la route de Mout à Fort-de-France. Direction la Guadeloupe où le service civique se déploie sur l'ensemble de l'archipel. À Basse-Terre, une matinée d'information a réuni les élus locaux soucieux de l'avenir des jeunes sans qualification. Désormais, toutes les communes seront accompagnées par la région et l'État pour accueillir des jeunes volontaires. Explication de Patrick Curie. Cette réunion d'information destinée aux communes fait suite à la signature de conventions entre l'État et la région. Car la collectivité régionale prend en compte une partie du salaire à hauteur de 107,58 € pendant 8 mois pour 300 jeunes. Le reste de l'indemnité étant versé directement par l'État. Puisque nous avons un peu analysé la situation et nous constatons que souvent, notamment au niveau des collectivités territoriales que sont les communes, la difficulté n'est pas la volonté d'accueillir le jeune, mais c'est surtout le frein qui est fait de lui verser une indemnité. Et souvent, les communes qui sont confrontées à des difficultés avec l'augmentation des charges et la baisse des dotations publiques se trouvent un peu contraints de ne pas pouvoir mener à bien ce type d'accueil. Un accompagnement qui permet aux petites communes d'engager des jeunes volontaires et ainsi leur permettre d'acquérir
des compétences professionnelles. Effectivement, jusqu'à maintenant, on n'a embauché personne, mais la volonté y est parce qu'on est dans un public très demandeur entre les 18-25 ans. Et puis, sur le territoire, bien, il n'y a pas beaucoup d'entreprises pouvant nous accompagner. Donc, d'où l'importance de ma collectivité de s'engager vers les emplois civiques et aussi accompagner les jeunes demandeurs d'emploi. À ce jour, c'est près de 3470 jeunes qui ont effectué un service civique. Direction la Guyane où s'est tenu ce matin le conseil d'administration du parc amazonien. Parmi les points à l'ordre du jour, le budget voté à 7 millions d'euros. Au programme également la restitution d'une étude portant sur les techniques de pêche utilisées par les populations autochtones du Haut-Maroni. Voyez ce reportage de Natacha Maltaverne. La pêche reste une pratique patrimoniale essentielle pour les habitants du Haut-Maroni. Pour connaître un peu mieux les pratiques de pêche des Amérindiens et des Aloukou, une enquête a été réalisée entre 2013 et 2015. 9 villages ont été ciblés. Toutes les pêches ont été passées au crible. Après un an d'analyse, les résultats ont été dévoilés ce matin. Aujourd'hui, c'est principalement le filet qui est utilisé et donc les autres pratiques ont été plus ou moins abandonnées. On ne parle plus d'arc, la canne à pêche existe toujours mais beaucoup moins. Les gens pêchent très près de chez eux parce que les villages sont sédentarisés et pour des raisons économiques, ils ne peuvent pas aller loin. Voilà, donc ça fait une concentration près des villages. Il y a une différence entre les deux communautés. Les Aloukou en fait ont pour beaucoup abandonné la pêche aujourd'hui. Donc il y a une faible part de la population qui pêche régulièrement en tout cas. Alors que chez les Amérindiens, tout le monde pêche encore. L'étude ne s'arrête pas là. Les chercheurs vont également étudier la diversité génétique d'une vingtaine d'espèces de poissons, les plus représentatifs, pour connaître leur état de santé. Plus de 4000 échantillons vont être étudiés. On a fait des collectes qui ont été faites par les enquêteurs de là-bas aux abords des villages. Et puis des collectes à des endroits où il y a, alors on ne dit pas d'impact de pêche parce que pour le coup sur le marronnier c'est tributaire, c'est très rare, mais où il y a un très faible impact de la pêche. Et donc on fera des analyses qui devraient être terminées d'ici le milieu de cette année pour après un an d'analyse et voir si ces populations de poissons sont stressées ou pas, si leur taille diminue et en fonction en fait de ce qu'on connaît sur l'environnement, sur s'il y a des influences de leur paillage, etc. On pourra tirer des conclusions. Au dire des pêcheurs, leur paillage illégal a un impact énorme. La turbidité de l'eau fait fuir la ressource. De retour en Martinique, au François, plus précisément, la Fondation Clément rend hommage à Louis Laouché, disparu en novembre dernier. Une exposition composée des œuvres de l'artiste acquises par la Fondation, mais également des sculptures et tableaux prêtés par la famille du sculpteur seront présentés au public à la Casa Léo. Voyez ce qui vous attend avec des images réalisées par Alvin Courcy. Laouché a été un pionnier dans l'histoire de l'art à la Martinique, un des premiers artistes professionnels qui a quitté la Martinique très jeune pour étudier en France et qui est ensuite revenu à la Martinique pour faire émerger un mouvement artistique original à un moment où la Martinique souhaitait retrouver une identité culturelle un petit peu à l'écart de ce qui se faisait dans le reste de l'Occident. Il a fondé avec d'autres artistes dont Serge Lénon une école, l'école Négro-Caraïbe, qui réunit, qui fusionne en fait des influences à la fois africaines, caribéennes et européennes pour créer ce mouvement, une synthèse finalement des origines culturelles de la Martinique. Les œuvres qui sont présentées ici sont issues de la collection de la Fondation Clément et de la collection de l'artiste que nous avons réunis pour montrer un peu la diversité de son travail. Il pratiquait à la fois la peinture sur toile, mais aussi le travail avec les écorces, marouflées sur toile, des écorces qu'il avait ramenées d'Afrique. Et puis ces grands totems, c'est un sculpteur, et des grands totems en bois massif, des bois tropicaux, des bois de la Martinique, où il utilise d'autres matériaux comme le bambou.
Allez, on se rapproche encore plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France sur la route de Mout où de gros travaux vont bientôt bouleverser la circulation. Il s'agit de la rénovation d'un ouvrage hydraulique qui présente d'importants risques d'effondrement en cas de forte pluie. Les travaux vont commencer dès lundi prochain. Hubert Bornil et Anaïs Gall se sont rendus sur place. Regardez. Comme on peut le voir, les travaux ont bien commencé ici au niveau du stade Serge-Rouch. D'importants travaux pour la reconstruction d'un ouvrage hydraulique. Alors ce qu'il faut dire, c'est que pendant pratiquement 9 semaines, la circulation sera interrompue dans cette partie. Pour ceux qui connaissent un peu le quartier, le chantier se situe juste entre le stade Serge-Rouch et l'association La Ruche. Pour la CTM, il fallait absolument mettre un nouvel équipement hydraulique à cet endroit, histoire d'éviter, dit-on, l'effondrement de la chaussée. C'est ce que l'on avance officiellement. Reste à savoir comment les usagers vont réagir. Une première étape avait consisté à le conforter et à le sécuriser, mais force est de constater qu'à n'importe quel moment, cet ouvrage peut s'effondrer. Donc la décision était prise de le reconstruire. Question de sécurité, ok. Bon, il faut en tout cas reconnaître que l'actuel ouvrage est très vieux, mais c'est surtout la gêne que cet important chantier va occasionner. La route sera totalement interrompue et un itinéraire de déviation sera mis en place par la route de Redoute et par la route de l'entraide. Concernant les piétons, une passerelle piétonne sera mise en place pendant la durée totale des travaux. Les services de transport publics seront décalés, donc le terminus sera positionné au niveau du stade Serge-Rouch. Pour l'instant, la circulation se fait par alternance à l'endroit du chantier. Évidemment, selon la formule consacrée, il est recommandé de faire preuve de prudence au niveau des travaux. En tout cas, on a bien intégré que la circulation sera interdite aux automobilistes pendant un peu plus de 2 mois. Cependant, les piétons pourront toujours emprunter cette partie puisque un trottoir leur sera réalisé. Ça permettra aux gens du quartier, par exemple, d'aller rendre visite aux voisins ou tout simplement aller au supermarché. Autres travaux qui sont prévus dès cette nuit à Fort-de-France, des travaux d'aménagement du giratoire de la Ménard sont prévus de 21h à 5h du matin. La circulation sera alternée pendant la durée des travaux et vous êtes bien évidemment priés de respecter la signalisation. Des coupures d'eau sont à prévoir demain de 8h à 18h au Lamentin dans les quartiers Morne-Pitot, Rivière-Calçon, Morne-Roche, Saint-Roch, Chemin-Bois-Rouge et Bologny. C'est prévu demain de 8h à 18h. Enfin, dernière information pratique avant de refermer cette édition. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du magasin de la Grande Récré de 13h à 18h à Ducos. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec Antje Peya. À tout de suite.